Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Je suis Christophe et aujourd'hui je reçois une invitée spéciale, comme toutes mes invitées de toute façon. Bonjour Sophie. Bonjour Christophe. Donc Sophie, elle est psychologue de formation, elle est aussi podcasteuse, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc elle a un podcast qui s'appelle En chemin vers soi. Même. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode du jour et de la vidéo, puisque c'est filmé et enregistré en audio et en vidéo. Et mais elle fait pas que ça, elle a plein d'autres choses, elle va nous raconter tout ça, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve très intéressant, et qui intéresse plein de gens évidemment, parce qu'on va parler des auras. Mais tout d'abord, avant de parler d'aura, on va laisser Sophie se présenter, parce qu'elle a un beau CV, j'allais dire pédigré, c'est pas très joli, mais un beau CV en tout cas. Donc vas-y, Sophie, qui es-tu, à part être psychologue et podcasteuse ? On va en parler, mais on s'est rendu compte assez tôt que je voyais les auras, et donc depuis là, j'ai un cabinet, donc je suis thérapeute, on va dire, psychologue. Je mélange les auras et la perception avec les outils thérapeutiques que j'ai, qu'on va sans doute aussi explorer. J'ai essayé de faire un parcours professionnel autour de la santé, de la manière dont on pouvait aborder la santé dans différentes pratiques, dans différentes méthodes. Et donc, je mélange tout ça et je reçois des gens en consultation, en Zoom, en cabinet, pour les accompagner. Justement, le podcast En chemin vers soi-même, c'est ça, cheminer ensemble. Et puis aussi, j'enseigne, je donne des séminaires, on va en parler aussi, où j'apprends aux gens à percevoir les auras, et puis de la méditation, du mouvement, et plein de choses comme ça pour revenir vers soi. Excellent. Alors oui, on va parler de tout ça. Ma première question, je dirais, ce serait peut-être pour les néophytes, dont je fais partie finalement. C'est les auras, c'est quoi exactement ? Enfin, qu'est-ce que tu perçois toi visuellement ? Est-ce que tu arrives à nous faire deviner peut-être ou comprendre ce que tu vois en fait chez les gens ? Oui, alors je vais répondre en deux temps. Donc les auras, c'est l'énergie qu'il y a autour des personnes en fait. On a souvent une image, dans certaines images religieuses, ou une espèce de lumière comme ça autour du corps. Et ça, c'est un peu l'idée générale. Beaucoup de gens l'imaginent à cause des livres, à cause de ce qu'on peut lire en général, comme un peu des lumières qui sortent du corps et qui sont là autour du corps. Moi, très vite, en tout cas dès que j'ai commencé à enseigner, j'avais 18 ans quand j'ai commencé à donner cours sur les auras, j'ai donné une autre façon, où j'ai voulu partager une autre façon de percevoir ça. Et pour moi, c'est notre corps énergétique, on va dire, c'est ce qu'on a autour de nous, mais ça moule notre corps physique qui est au centre de toutes ces différentes couches énergétiques. Donc on va dire l'aura, c'est notre système énergétique, c'est ce qui fait fonctionner notre corps, notre psychisme, tout notre ensemble. Et puis selon les couches, il y a différentes couches de nos auras, on parle de différentes couches autour de nous. Chacune est reliée avec quelque chose, ou est en lien, ou supporte quelque chose dans notre vie, et la nourrit, et en même temps est nourrie par ça, par ce qu'on vit au niveau du quotidien. Donc c'est tout un ensemble énergétique qui nous constitue et qui modèle notre vie. Après, la manière dont moi je le perçois, ma perception, elle est vraiment sur les sens multiples en fait. Percevoir les auras, c'est pas juste voir des couleurs autour de la tête, vraiment ça dépasse ça. C'est plutôt une perception globale de la personne. Depuis toute jeune, j'ai une perception des os. Alors, je vois pas les os comme je te vois là, je sais que c'est pas physique comme ça, mais c'est comme une sensation, comme dans les dessins animés ou les films où on voit un peu les fantômes comme ça, un peu le système osseux. Donc j'ai d'abord ça, et puis ensuite je perçois les chakras. Donc les chakras sont des points d'énergie qui sont le long de la colonne vertébrale, en tout cas dans la vision hindouiste. Et ces chakras, moi, c'est la première chose que j'ai appris. C'est-à-dire quand on s'est rendu compte que je voyais les énergies, j'ai été apprendre avec des gens quoi faire, et c'est le premier modèle que j'ai appris. Et je pense que c'est pour ça que c'est la chose que je vois en premier, parce que c'est ça qui a formaté ma tête en fait. C'est la façon dont j'ai appris à penser ce que je voyais, et donc ça m'est resté. Donc je vois d'abord les os, ensuite les chakras, et puis les auras, c'est comme de la lumière en effet qui est autour de toi, et selon la qualité, la présence de ces différentes couches, ça va me donner des éléments sur la personne, sur ses aspects psychiques et physiques. Voilà. Ok.
Intéressant. Alors j'ai une question toute bête. Bon, enfin, il n'y a pas de question bête, on est d'accord, mais est-ce que quand tu discutes avec quelqu'un, en fonction de ses émotions, si quelqu'un se mettait en colère d'un seul coup, ça change, tu le verrais dans le changement aussi de ses énergies? Oui, alors on va voir toujours les changements, mais ça peut être même d'autres changements. Par exemple, si tu as froid ou si tu as chaud, les corps ils vont se restreindre quand on a froid, se serrer, et puis ils s'expansent quand on a chaud. Quand on a dansé, par exemple, l'énergie elle circule, on va avoir les corps plus larges. Si par exemple tu t'endors, quand on est devant une assemblée, une conférence, on voit les gens qui commencent à s'endormir, ils n'ont pas la même énergie, ou quelqu'un qui commence à tourner dans sa tête, on va tout de suite le voir. Donc il y a des changements constants. Et puis il y a aussi des variables qui sont constantes en soi, qui ne changent pas chez une personne. Par exemple, l'épaisseur de son corps éthérique, qui est la première couche, en fait, elle a une variable qui est liée à maintenant, mais elle a aussi une variable qui est liée à sa façon d'être. Il y a des gens qui ont un éthérique plus grand, plus petit, et ça, c'est constant. D'accord. Et quand quelqu'un est malade aussi, j'imagine ça donne un effet un peu différent, ou c'est plutôt sur les chakras? Non, je pense que c'est dur à imaginer. Je pense qu'il faut vraiment qu'on parle pour le... C'est pour ça que j'essaie essayer d'être plus concrète. En fait, les chakras et les auras, c'est complètement lié. C'est la même chose. On va dire, dans le corps éthérique, qui est la première couche de l'aura, il y a des points d'énergie qui sont plus visibles. On va le dire comme ça. C'est comme le système veineux. On imagine un système veineux énergétique. C'est ce que les hindous disent. Ils appellent ça les nadis. C'est l'équivalent des méridiens qu'on voit chez les acupuncteurs. Ils ne sont pas tout à fait au même endroit, mais c'est pareil. Il y a 72 000 nadis. Je ne sais pas dire ça pour les Français. 72 000 nadis. 72 000. Qui sont dans le corps comme un réseau d'autoroutes. Et il y a des endroits où il y a plus de routes qui se croisent. Et particulièrement sur la route centrale qui est notre colonne vertébrale. Ouais, et là où il y a plus de chemins qui se croisent, énergétiquement, il y a un point d'énergie plus fort. Donc on en a dans le corps à différents endroits, ça s'appelle les marmas, c'est des points secondaires, on en a dans les mains, on en a là dans les clavicules, mais le long de la colonne vertébrale, c'est vraiment des réseaux autoroutiers énormes qui ont une très grande importance, et donc on va appeler chakras, donc c'est des marmas principaux, et donc comme des roues le long de la colonne vertébrale, puisque le canal le plus important c'est ce canal central de la colonne vertébrale, ces points-là, ils vont être des points extrêmement importants au niveau physiologique. Par exemple, en karaté, il y a un point pour tuer à main nue à chacun de ces endroits. C'est des endroits vitaux, complètement vitaux. Ils sont aussi chacun reliés avec une glande, avec des organes vitaux, avec des fonctions vitales comme l'élimination, comme la digestion. C'est pour ça que nos chakras sont vraiment des points de vitalité extrêmement importants. C'est pour ça qu'on en parle souvent et qu'on les représente souvent. Au niveau physiologique, il y a aussi des plexus nerveux à chacun des endroits où il y a ces points. Comme le plexus solaire dans l'estomac que tout le monde connaît, il y a aussi un plexus nerveux, il y a des glandes qui sont associées et des organes vitaux. Donc ça, c'est pour les chakras. Et donc l'aura, le corps éthérique est notre corps de vitalité. Il est nourri par ce réseau un peu autoroutier de vitalité qui va nourrir par chacune de nos parties. Mais on peut avoir des endroits qui sont mal innervés, par exemple, où on va manquer d'énergie, ou des endroits où il y a des trop-pleins, parce qu'il y a un barrage énergétique. Par exemple, suite d'une césarienne, on peut avoir un barrage énergétique dans le bas du ventre, et du coup, l'énergie ne va pas aller dans les jambes, par exemple. Donc, il peut y avoir des trop pleins ou des trop peu. Ok, je vois. Pas tout à fait, mais je vois un peu. Si tu poses des questions, j'arrive à te préciser ce qui peut éclaircir. Ouais. On va recreuser ça un petit peu après, mais je voudrais juste revenir à... parce que tu as dit que tu es né comme ça, et qu'on s'était rendu compte à un moment que tu voyais des choses que le commun des mortels ne voit pas. Après, on va expliquer que c'est pas forcément de la magie, mais comment ça s'est fait? Enfin, comment tu t'es dit, ou on a su que tu voyais ces points énergétiques, ces chakras, ces auras, etc. Comment ça s'est passé? J'avais environ 15 ans, comme ça, à la fin de ma 15e année, et puis ma mère faisait une formation pour être naturopathe. Dans la formation, elle avait un cours sur l'énergie, où ils ont parlé beaucoup des chakras, et puis en fin de week-end, ils ont regardé les auras. Donc en général, dans ce genre de séminaire, on met les gens quelqu'un devant un mur blanc, tout le monde regarde, et puis en voyant chacun a des perceptions différentes, mais voit de l'énergie un peu sur le mur blanc.
Et donc ma mère avait fait cette expérience un peu comme ça, sans autre explication. Et puis donc elle m'a raconté, voilà, on a fait un cours sur les auras. Moi j'avais 15 ans, ma mère, ce qu'elle faisait comme cours, ça m'intéressait pas vraiment, donc je disais oui, j'écoutais pas trop. Et à un moment je dis ok, il y a l'énergie enfin il y a la lumière normale autour des gens et puis il y a le truc que vous avez regardé. Et elle m'a dit mais quelle lumière normale? Là ça a vraiment fait bizarre. C'est un peu le truc qui s'écroule sur ta tête. Et je dis ben comme autour de la lune, comme autour des bougies, tout le monde voit un petite lumière quoi autour. Et ma mère me dit oui autour de la lune et des bougies, mais pas autour des gens. Et moi, je restais un peu complètement, voilà, à 15 ans et demi, voir quelque chose, je dis ça souvent, voir quelque chose que les gens ne voient pas, c'est chic dans les soirées. Ma mère, elle me regardait avec des yeux, t'es une vieille âme, enfin, j'ai pris des galons. Mais voir quelque chose auquel les gens ne croient pas, ça pose beaucoup de questions sur la normalité, sur la réalité. Et à 15-16 ans, c'est un moment, moi en tout cas, j'ai vraiment envie d'être normale, donc c'était un gros choc. De plus, suite à ça, elle m'a fait venir une dame à la maison. La dame m'a fait regarder une bougie, puis le mur. Et puis à un moment, elle a dit « elle voit ». Et moi, j'étais là, ok. On m'a donné un livre qui s'appelle « Les robes de lumière » de Anne et Daniel Mauroy-Givaudan, qui est donc du coup un livre assez ancien, mais qui est assez beau au niveau de l'explication des auras. Eux, c'est des gens très visuels, donc c'est des explications très visuelles. Et puis voilà, j'ai ouvert ce livre au hasard et dedans, j'ai lu, on peut voir 3 jours avant dans l'aura des gens quand ils vont être malades ou quand ils vont mourir. Et moi, j'ai dit à ma mère, mais je veux pas avoir ça. C'est exclu en fait. Et ma mère, à cette époque, elle recevait des vieilles personnes avec des ulcères variqueux aux jambes, elle leur faisait des massages des pieds. Moi, je me suis dit, je veux pas faire ce métier. Donc, ma grande phrase à 16 ans, c'était, si je veux être vendeuse, caissière de supermarché, je serai caissière de supermarché. C'est pas Dieu qui va décider ce que je fais. J'avais la révolte. Et là, j'ai commencé à voir la rébellion. Je ferai ce que je veux. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de perceptions, du coup, désagréables. C'est pour ça qu'après, j'ai à la fois aidé des gens à avoir des perceptions, mais aussi aidé les gens qui en ont à les gérer, à les canaliser et à savoir quoi en faire. Parce qu'à un moment, ça a vraiment été un moment pas facile. Quand j'ai voulu rejeter tout ça, tout s'est amplifié en fait. Oui, parce que finalement, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de switch on-off. Tu vois ce que tu vois comme nous, on voit les choses normales. Pour toi, c'est normal de voir ce que tu vois, en fait. Oui, en fait, je sais qu'il y a des gens qui en ont, des switch on-off. Moi, alors, j'ai vraiment pas ça. Et je me souviens d'une amie qui avait répondu à la question à qui on avait dit, mais ça lui fait pas trop de voir comme ça. Elle avait dit, c'est comme si tout le monde était sourd et que quelqu'un entend les oiseaux et on lui dit, c'est pas trop, ça te fait pas trop. Et j'ai trouvé que c'était une super image. Et souvent dans les conférences, je dis, c'est comme ton nez, en fait. Je me dis, mais tu vois le nez de tout le monde. Tous les jours, ça te fait pas trop, tous ces nez? Ben non, en fait, parce que tu t'en occupes pas, parce que, en fait, oui, tout le monde a un nez différent, tout le monde a peut-être qui ont des nez de travers ou malades, mais toi, tu vas pas, voilà, tu vois des nez toute la journée, ça te fait pas trop, ben, c'est la même chose, en fait. Moi, j'ai jamais vu sans ces aspects-là, et ça me fait jamais trop, non? Ouais, je comprends, parce que de toute façon, t'es né comme ça, t'as toujours vu. Oui. C'est comme si on disait qu'on vit dans un monde d'aveugles, et il y a une personne qui a la vue, et c'est comme si cette vue était too much ou trop, ouais, je comprends. Oui, mais je pense que ce qui est différent quand même, c'est que je pense tout le monde est arrivé avec... Parce que c'est une question d'écoute, en fait, du monde. C'est pas une question de magie, de don, c'est juste une question d'écouter et d'être en réceptivité, un peu comme une ouverture, on va dire. Et puis, je peux écouter tous les sons au lieu de me fermer, puis j'écoute qu'une sorte de son. Et je pense que tout le monde est né comme ça et que tout le monde est né avec cette ouverture. Le bébé qui a 1 jour, qui a 2 jours, il est dans cette vision un peu globale, moins différenciée, avec beaucoup de conscience ou de perception de ce que vivent les autres, parce qu'il est aussi très à l'écoute, parce qu'au cas où on le laisse, il aura plus de sécurité, donc il doit beaucoup être réceptif ou en adaptation de ce que ses parents dégagent en fait, donc il est très réceptif à l'extérieur. Et je pense qu'en grandissant, on peut se retrouver dans un système familial où il y a beaucoup d'émotions, si par exemple on a une mère dépressive ou si on a beaucoup de conflits à la maison, et où cette ouverture, elle va commencer à être une saturation émotionnelle parce que je suis pas bien différenciée des émotions des autres, et à force de percevoir tout ça, je vais saturer. Donc la réponse que beaucoup ont trouvée, c'est de se fermer.
Et du coup, ils pensent qu'ils ne ressentent rien, mais en fait, ça a été une action active, une volonté active, consciente ou inconsciente, mais de plus sentir pour ne pas souffrir, être submergé ou être traversé d'émotions dont je ne sais pas quoi faire. Et je pense que, du coup, tout le monde a cette perception. Souvent, je dis, les mammifères perçoivent les auras, on est des mammifères, on perçoit les auras, ça n'a rien de spirituel. On peut en faire quelque chose de spirituel, mais c'est juste une perception biologique, en fait, basique. Donc, on a la possibilité tous de rouvrir nos canaux et de reprendre le risque d'avoir une perception parce qu'on n'est plus des bébés et qu'on a plus de capacité aussi neuronale de gérer de l'information. Ok, donc ce que tu es en train d'expliquer, c'est que tout le monde a la capacité de voir ce que tu vois, et du coup, toi, tu accompagnes les gens, tu les formes à se réouvrir à cette chose qu'on devrait tous pouvoir faire finalement, qui n'a rien de magique, c'est ça? Oui, ça a été un peu un chemin où en fait, d'abord, à 15-16 ans, je me sentis vraiment différente des autres, puis après, c'était un peu le renversement, de dire je suis pas comme les autres, mais peut-être les autres peuvent être comme moi un peu. Et puis j'ai commencé à 18 ans, donc j'ai ouvert mon cabinet à 18 ans. Je suis partie de chez moi. En fait, de 16 à 18 ans, j'ai travaillé sur les gens, puis ils me donnaient des carottes, des confitures, ils me donnaient des choses comme ça. Et puis à 18 ans, je suis partie de la maison et mes parents m'ont pas soutenue financièrement. Donc je devais travailler et donc j'ai commencé à guérir des gens pour vivre. Donc depuis que j'ai 18 ans, je vis de ça, j'ai pas fait d'autre travail. Ça a été assez pratique parce qu'on gagnait plus qu'au McDo comme mes copains. Et puis c'est une expérience humaine, quoi. C'était vraiment très riche en faisant la psychologie de consulter. En même temps, à 40 ans, je me suis rendu compte que consulter avec des adultes à 18 ans, c'est particulier en fait, parce qu'on est mêlé à des choses qu'on n'a même pas vécues soi. Mais ça, je l'ai compris que plus tard en fait. Et donc, cette possibilité de pratiquer, je ne sais plus pourquoi je te parle de ça, du cabinet, mais c'est par rapport à mon cheminement, je crois. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Oui, puis par rapport au fait que tu enseignes aux gens à redécouvrir le fait qu'on peut tous voir les auras et les chakras. Et donc, quand j'ai commencé à vivre de ça à 18 ans, les gens me disaient « Mais comment tu fais? Mais montre-nous » Et quand j'ai fini l'université, je me voyais pas du tout travailler en institution, en psychologie. Donc, mon pas suivant, ça a été de commencer à l'enseigner. Et donc, je dois voir la réalité en face, c'est que les gens perçoivent pas exactement comme je perçois, mais les gens récupèrent leur canal perceptif. Donc, on va pas parler de voir, mais de percevoir. Ça peut être visuel, auditif, kinesthésique, donc par une sensation physique. Ça peut être tactile. Et ça peut même être, je sais pas comment l'appeler, mais moi j'ai ça. Je vais voir la personne et c'est comme si j'avais lu sa biographie hier. Je me rappelle de choses par rapport à elle, comme si je l'avais lu, mais je peux pas dire ça vient d'une image, ça vient d'une vision que j'aurais. On peut avoir des visions les yeux ouverts, autour de la personne, la lumière, ou les yeux fermés, son enfant intérieur, une partie d'elle. Donc c'est très vaste en fait, la façon dont on peut percevoir l'autre. C'est comme si j'ouvre mes canaux, je vais recevoir l'autre comme il est, et je vais avoir des impressions visuelles, tactiles, auditives, ainsi de suite. Donc l'idée en premier, c'est que les gens puissent récupérer la capacité de ressentir, réouvrir en sécurité un canal sans avoir peur d'être submergé, puis qu'ensuite qu'ils puissent découvrir mais quel est mon canal le plus facile. Parce que moi je suis un peu flemmarde, donc je propose de faire ce qui est le plus facile en premier. Donc d'abord trouver mais quel est mon canal le plus accessible, le plus facile. Est-ce que je suis auditif, kinesthésique, visuel? Pas au niveau cognitif comme on le voit en PNL, mais au niveau perceptif, c'est pas forcément le même canal. Et puis de là, je vais développer le canal le plus facile pour moi. Donc moi je personnalise les exercices que tout le monde fait, mais je vais vers chacun et les gens vont peu à peu trouver leur façon de travailler. L'idée c'est pas que tout le monde travaille pareil, mais c'est de trouver sa propre façon pour après le mélanger avec les outils que les gens ont déjà. Et pour l'instant, depuis que moi j'ai commencé en 97 à enseigner la perception des auras, tout le monde a vu et perçu pendant le séminaire. Ok, donc ça marche toujours. Ça marche toujours. Après, comme il y a les gens qui sont plus kinesthésiques ou tactiles, et sincèrement, c'est 70%, 70% des gens, ils sont plus tactiles ou kinesthésiques. Le visuel n'est pas ce qui est le plus représenté dans la population, alors que c'est le plus représenté dans les livres et dans toutes les théories. En fait, les gens, ils vont pas forcément voir comme dans les livres quand ils rentrent.
mais ils vont développer leur canal et puis peu à peu accepter aussi. C'est-à-dire de dire maintenant je vais pas avoir plein de couleurs autour de la tête des gens, c'est pas le but. Et ça, ce serait trop si je vivais comme ça. C'est pas ça qu'on recherche en fait. Mais donc kinesthétique, ils vont percevoir en touchant une personne. Non, parce que ça c'est tactile, donc tactilement, ton éthérique il a une quinzaine de centimètres, le mien il est là, on peut toucher et puis on va avoir des... on peut toucher comme ça. Voilà, on touche, donc la personne est couchée puis on touche au-dessus et puis on va voir des paramètres. Donc le premier paramètre c'est la réaction à la palpation. Quand je touche, ça peut faire twing, twing ou ça peut faire tung. Si ça fait tung, que c'est trop dur, c'est quelqu'un qui est très fermé. L'éthérique de qualité, ça fait wou, comme ça, comme un peu un ballon de baudruche. Et donc, cette première réaction à la palpation, ça me donne une information sur le caractère de la personne. Quelqu'un qui est très tung, où vraiment ça fait comme du bois, ça va être quelqu'un, par exemple un patient, où je ne vais pas pouvoir lui dire directement les choses. Je vais devoir un peu faire des circonvolutions pour qu'il ait l'impression de trouver les choses par lui-même, parce qu'il ne va pas laisser entrer quelque chose d'extérieur. Donc, ça me donne des informations. Ensuite, il y a la densité à l'intérieur du corps éthérique. Est-ce que c'est comme du plomb? Est-ce que c'est comme du sagex? Est-ce que c'est comme un marshmallow? Ça va donner de l'information. Et puis, il y a la distance aussi, et ainsi de suite. Donc, il y a une douzaine de paramètres qu'on explore avec la main. Kinesthésique, c'est des gens qui sentent dans leur corps, c'est-à-dire qu'ils ont des sensations corporelles, donc kinesthésiques, qu'ils ont à l'intérieur d'eux, mais qui viennent du patient, ou qui est une résonance avec le patient. Donc, par exemple, j'ai mal au ventre, ou alors j'ai une tension dans l'estomac, ou alors je vais avoir des maux de tête pendant que je fais le traitement, qui va me donner de l'information de quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc on ressent en fait le mal de l'autre finalement. Voilà, c'est ça, ou des sensations liées ou en résonance avec la tension de l'autre. Ce qui a prêté pas mal à confusion. Quand on lit des livres, là j'ai un livre de 1723 sur le magnétisme, il y a beaucoup l'idée, et c'est encore assez présent dans la vision des magnétiseurs, qu'on va prendre le mal. Pour moi, il n'y a pas d'énergie négative ou positive. L'énergie, soit elle circule, c'est positif, soit elle circule pas, c'est pas positif. Ça veut dire c'est comme si je fais un glaçon avec de l'eau. Mon glaçon, il est givré, ça circule pas. Mais si je fais fondre l'eau, tu peux la boire en fait. Elle n'est pas devenue négative. C'est la même chose. L'énergie qui est dans notre corps, elle est neutre. Elle va créer des problèmes quand elle se bloque et elle va être bonne pour moi quand elle circule. Donc si j'ai par exemple un blocage à la gorge, moi ma gorge elle est sensible, et que je fais un traitement à quelqu'un, l'énergie qui circule pendant que je fais le traitement va aller taper dans mes propres blocages. Donc en tant que thérapeute, j'ai un peu l'obligation d'être assez libre, assez en circulation, pour ne pas prendre des symptômes. Mais en fait, c'est pas prendre les symptômes de l'autre parce que c'est une énergie négative, c'est que l'énergie qui circule quand je fais le traitement ne tape pas dans les choses non réglées à l'intérieur de moi. Mais c'est sûr que si ma gorge est sensible, quand j'ai des patients qui ont des problèmes de gorge, je vais plus résonner. Il y a une résonance comme 2 cordes de violon qui va se faire des blocages qui ressemblent aux miens. Ok, alors est-ce qu'on pourrait dire que c'est une forme d'empathie, mais décuplée en fait, parce qu'on ressent plusieurs choses. L'empathie, c'est un peu finalement c'est le niveau 0 ou 1 de ce que tu décris, je trouve. Oui, et empathie et écoute, je pense que c'est pareil en fait, c'est d'oser s'ouvrir au monde, d'oser être dans l'écoute de l'autre, et oui, alors on pourrait dire ça, vraiment. Ah ouais, c'est intéressant. Parce que ça, c'est communément accepté, qu'il y a des gens qui ont de l'empathie et d'autres pas, et on sait très bien que c'est quelque chose qui se travaille. Donc on pourrait imaginer que ce serait un premier niveau vers le déblocage de la compréhension de ces énergies. Oui, il y a 2 choses qui me viennent. Il y en a une, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des perceptions. Moi, je me rappelle, j'avais été chez un astrologue qui m'avait dit « mais vos perceptions viennent de votre père ». Et mon père, c'est vraiment un homme d'affaires, assez froid. Il n'est pas vraiment dans... Enfin voilà, il cherche pas à avoir un développement émotionnel, mais il a toujours, dans toute sa carrière, toujours un peu touché au bon endroit, trouvé les failles des gens. Très vite, il sent ce qu'il y a à faire, on va dire. Il est très... il écoute beaucoup, en fait. Lui, il parlera jamais d'intuition. Et dans ce sens, j'ai l'impression qu'on peut quand même avoir des perceptions sans développer une empathie. C'est-à-dire qu'on peut avoir une espèce d'écoute et puis on va l'utiliser pour blesser plutôt, ou pour toucher plutôt que pour soigner. Okay. Donc je me demande, mais à contrario, je vais dire 2 choses différentes, mais quand on montre aux gens pour percevoir les auras, les gens développent de l'empathie. Parce qu'en fait,
au début, je trouve que quelqu'un est par exemple méchant, mais quand je vais ressentir son énergie, je vais voir qu'il est blessé. Et du coup, je vais plus rester aux a priori. Et je crois que c'est ce qui m'a donné envie quand j'ai voulu apprendre aux gens à voir les auras. C'est pas que les gens voient des couleurs, je m'en fous, mais c'est que les gens puissent sentir derrière et de se rendre compte, en fait, derrière chaque attitude que les gens ont, il y a des vécus, des blessures, des manques ou des manques de confiance. Et du coup, quand tu vois plus large, tu vois derrière les apparences, tu vois plus loin, alors tu développes une écoute empathique du monde. Donc, apprendre à percevoir les auras rend plus empathique. Ouais, ok, intéressant. Ouais, je trouve bien, j'aime bien ça. Excellent. Et du coup, la question suivante qui me vient, c'est, tu vois des choses, mais est-ce que tu sais les réparer, ou est-ce que tu utilises d'autres outils pour... Parce que tu dis que tu fais de la thérapie, mais cette thérapie, elle consiste en quoi? C'est purement des outils psy, ou il y a d'autres choses que tu fais parce que tu vois des choses que les autres ne voient pas et que tu arrives peut-être à faire des échanges d'énergie pour réparer? Je vais répondre en 2 temps. Donc, par exemple, quand on apprend à percevoir l'énergie, on apprend aussi des techniques pour la rééquilibrer. Par exemple, dans les séminaires, on a un séminaire par corps, éthérique, astral, mental, causal. Et puis, dans chacun des corps, on apprend des techniques liées à cette couche-là, les déséquilibres qu'elle peut avoir, comment les rééquilibrer. On apprend beaucoup de techniques avec les mains, mais aussi visuelles et aussi par d'autres de façons. Ça peut être amener la personne en relaxation, comme ça. Donc, il y a une façon de guérir ou d'équilibrer énergétiquement chaque couche, et il y a des significations aussi au déséquilibre. Et puis, l'éthérique peut être décalé, par exemple, alors que les autres ne couchent pas. Donc, il y a aussi des particularités dans leurs symptômes. Pour ce qui est de moi, par contre, c'est différent parce que quand je me suis retrouvée avec cette perception des auras, au début, je faisais purement de la guérison. C'est-à-dire que les gens venaient, je guérissais leur chakra ou je faisais un équilibrage de leur aura, puis ils partaient. Mais moi, là, j'avais 17 ans, 18 ans, j'ai fait psychologie, donc j'ai acquis des outils psychogénéalogiques, des outils liés à la thérapie, au choc, enfin à la gestion des traumas. Donc j'utilise en fait tout ça et j'ai un aspect de psychothérapie dans mon approche avec les gens, aussi par la parole. Il y a aussi des gens qui viennent dans mon cabinet, savent même pas que je vois les auras. Donc j'utilise tous ces outils-là. Moi, j'ai beaucoup développé les états modifiés de conscience. Dans le cabinet, je fais des régressions. On peut revenir dans un choc. Je fais revivre la naissance aux gens. J'adore ça aussi. Quand les gens ont des problématiques, par exemple, autour du premier chakra, de l'ancrage, et puis l'éthérique qui est pas très dense, parce que le premier chakra qui est lié à l'ancrage est souvent lié à l'éthérique, qui a à voir avec l'incarnation, la personnalité. On peut revivre sa propre naissance, par exemple, en état modifié de conscience. Ça va nous permettre de nous incarner différemment. Donc, moi, j'utilise tous ces outils en fonction de ce que j'ai perçu. Je propose aux gens, ce que vous auriez besoin de développer ou pas. Et après, ça dépend ce que je choisis de faire avec moi. Il y a des gens, ils viennent faire une lecture d'aura 2 heures et on va juste faire un bilan. Ils ont des thérapeutes et je leur donne des clés pour ce qu'ils peuvent travailler, comme tu fais un thème astral. Et puis, il y a des gens qui vraiment font un chemin. Et alors là, on va reprendre ce que j'ai vu et puis on va travailler point par point en fonction de ce qui se passe pour eux. Moi, je mélange aussi avec la méditation. Il y a, selon la couche où il y a des problématiques, il y a d'autres besoins. Peut-être ce que je peux faire, c'est t'expliquer chaque couche en gros ce qu'elle touche, comme ça je peux te dire un peu. Volontiers. Donc, on a notre corps physique et ça c'est important parce que beaucoup de gens s'intéressent à l'énergie mais du coup ils n'aiment pas le corps physique et c'est vraiment dommage parce que c'est là que ça se passe. Donc le corps est pour moi une porte pour l'être et c'est vraiment mon corps et ma vie quotidienne qui va dire comment je vais. Il y a des gens qui viennent, ils disent comment vous trouvez que je vais, du genre regarde mon aura, dis-moi comment je vais. Moi, je leur dis toujours, tu sais comment tu vas quand tu te lèves le matin. T'es bien, t'es pas bien, t'es heureux, ça c'est toi qui le sais, c'est pas les thérapeutes. Et j'encourage à pas écouter des thérapeutes qui vous disent des choses que vous sentez pas ou qui vont vous expliquer comment vous êtes alors que c'est vous en fait. Ça c'est vraiment important, je trouve, quand il y a de la perception, de garder du discernement. Donc si je vais bien, c'est que je vais bien. Voilà, c'est bête. Et si je vais pas bien, c'est que je vais pas bien et je le sais et alors j'ai besoin d'aide. Donc le corps physique et la vie quotidienne est très importante. Ensuite, la première couche, elle fait 15 cm environ, c'est le corps éthérique. Donc c'est un corps qu'on appelle de vitalité. Il a à voir avec ton identité, ta personnalité. Et puis c'est un filtre entre l'intérieur et l'extérieur. C'est lui qui va décider, entre guillemets, ce qui rentre et ce qui sort. Et donc s'il est trop dense, il laisse rien rentrer, je reçois pas ce dont j'ai besoin.
Je vais vivre en autarcie, je ne vais pas recevoir de l'énergie. S'il est trop ouvert, je vais être comme une éponge. Beaucoup de gens disent ça. Je vais être complètement submergée par l'extérieur. Et c'est souvent lié à ce que les gens appellent l'hypersensibilité, ou parce que tout va être trop fort pour moi. Donc l'hypersensibilité peut venir d'un manque d'éthérique et peut se soigner, se rééquilibrer en rééquilibrant son éthérique, soit en thérapie, soit par soi-même aussi, avec des autotraitements. Le corps astral, c'est le corps émotionnel. Il a une 40aine de centimètres. C'est un corps qui a à voir avec tous les souvenirs personnels, donc toute ma vie, mon fœtal, les vies passées si je crois aux vies passées, donc les mémoires karmiques, et puis toutes les mémoires psychogénéalogiques de mon histoire en fait. C'est un corps de groupe si on veut, parce qu'il est lié à ma famille aussi, il est lié à toute ma mémoire. C'est comme une grande bibliothèque où il y aurait des tiroirs, enfin, ou un grand commode où il y a des tiroirs, et dans chaque tiroir, il y a la mémoire de ce que j'ai vécu. Si tu penses à tous les pique-niques que tu as vécu, ben celui qui te vient en premier, c'est pas le dernier pique-nique, mais c'est celui qui était le plus choquant. S'il y a un cadavre qui est arrivé sur la nappe, ben celui-là, tu t'en souviens en premier. Plus il y a du choc, plus il y a de l'émotion, plus je m'en souviens. Donc nos mémoires, elles sont pas rangées dans l'ordre chronologique, elles sont rangées dans l'ordre émotionnel, comme des réseaux. Ouais. Et du coup, quand on prend un point, ben on peut tirer sur les autres points et avoir d'autres informations. Et c'est ce corps-là qui est le gardien de toutes ces mémoires-là, qui parle aussi de ma gestion émotionnelle. Donc si j'ai peu d'éthérique, la première couche, et beaucoup d'astral, je vais être de ces gens qui ont beaucoup d'imaginaire, beaucoup d'idées, beaucoup de perceptions, mais qui n'arrivent pas à matérialiser, à concrétiser les choses, puisqu'il n'y a pas de la densité et du concret. Donc j'ai besoin d'avoir un très bon équilibre entre l'astral et l'éthérique. Ensuite, il y a la couche qu'on appelle le corps mental. Moi, je dis que c'est un corps existentiel. C'est là où vraiment, ce serait comme le codage qu'il y a dans l'ADN, enfin, c'est l'ADN de la cellule. C'est notre codage énergétique. C'est là où il y a nos codages de base. Donc, c'est vraiment ce que Paulo Coelho appelle la légende personnelle. C'est le fil rouge. Nous, si on se retourne sur nos 50 ans passés, on peut se dire quel a été le fil rouge dans ma vie. Qu'est-ce qui a été autour de tout ça? Et ça, c'est vraiment ce corps-là. Donc, il n'est pas émotionnel, il est hors de la dualité, il est plutôt comme ça. C'est comme tu dis, 2 et 2 font 4. Est-ce que c'est triste ou gai? C'est rien, c'est comme ça. C'est ce corps-là, en fait, où les choses, elles sont comme elles sont, où on a sorti de l'émotionnel de l'astral et on a une connexion avec ce qu'on est vraiment. Le début du lien avec notre légende personnelle, avec notre être. Et la dernière couche, c'est la couche spirituelle. Donc c'est le lien qu'on a à la totalité, la conscience qu'on est reliés les uns avec les autres, et puis qu'on est peut-être guidé ou entouré et qu'on est connecté à quelque chose. Voilà, ça c'est les couches principales, et chacune peut avoir d'autres déséquilibres ou d'autres problématiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que le mental n'est pas là où on pourrait le croire. Parce qu'on pourrait croire que le mental, c'est le premier, voire il est dedans. Mais en fait, non, on en a un autour. Ouais, ça, c'est une confusion de nom. Excuse, mais ça, c'est une confusion du nom. Vas-y. Parce qu'en fait, on l'a appelé corps mental. Je ne sais pas en sanskrit comment c'est, mais on ne devrait pas l'appeler comme ça. Ce n'est pas le mental, et c'est une bonne remarque. Tu sais pas le mental qui est réfléchi. Celui-là, ce serait mon chakra jaune qui est dans mon estomac. Donc, c'est bien, bien plus bas. Ça serait un petit point dans mon éthérique, si tu veux. Donc, tu as raison. Ce n'est pas ce mental-là qui réfléchit. Et c'est pour ça que je pense corps existentiel, c'est mieux. Ouais, plutôt. En fait, c'est l'essence de ton existence. C'est ton existence, ton essence, tout personnel. Et puis la deuxième remarque, c'est que je trouve, j'adore, c'est quand tu dis le corps éthérique, s'il est dur, c'est qu'il n'y a rien qui rentre. C'est vraiment l'image de l'armure. Je reviens à ce truc de l'armure parce que c'est moi j'en parle dans mon podcast, c'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu qui s'appelait Le Chevalier à l'armure rouillée. Et cette idée d'armure, finalement, c'est pas un truc. Enfin, il y a une vraie substance derrière. C'est quand on se crée vraiment une armure si on veut s'empêcher de ressentir quoi que ce soit. Et c'est vraiment ça. Oui. Je ne sais pas si tu m'autorises une petite parenthèse embryologique. J'adore l'embryologie, mais on a tous été un œuf fécondé. Donc, au moment où il y avait ces multicellules qu'on appelle l'amourola comme ça, et puis cet œuf, il doit passer de la trompe de Fallope dans l'utérus pour pouvoir nidifier, on appelle ça, donc rentrer dans les muqueuses pour devenir vivant en fait, faire son système sanguin. Et donc on a tous été cet œuf qui est descendu les trompes de Fallope, et là,
on dit que l'équivalent de ce saut, de la trompe de Fallope dans l'utérus, c'est 40 étages. C'est un saut de 40 étages qu'on a tous fait. Et quand l'œuf arrive en bas, avant, il est dans une petite croûte dure comme une noix. Et il rentre dans la muqueuse de l'utérus et il doit faire des systèmes veineux pour aller jusqu'aux veines de la mère pour commencer à fonctionner avec le fonctionnement de la mère et plus avec ce petit sac qu'il avait avant avec un peu de nourriture jusque-là. Donc on a tous été capables d'arrêter de se défendre, d'ouvrir notre coque pour oser se mélanger et avoir ce système-là. Donc on sait tous le faire, on a tous eu cette capacité de prendre ce risque après avoir sauté 40 étages, de s'ouvrir en fait. Et c'est parce qu'on l'a fait qu'on a vécu, parce que ça peut faire une fausse couche si je ne le fais pas. Donc cette capacité à arrêter d'être dans une armure, elle est fondamentale à notre existence. On a tous dû le faire. On sait tous le faire. Ouais, on sait tous le faire. Mais souvent, il faut, pour certains, comme moi, c'était mon cas, il faut que l'univers soit un peu persistant et nous mettre dans des situations très inconfortables pour qu'on fasse péter tout ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Au moins, on apprend. Alors ça, c'est intéressant, je trouve, vraiment de remonter jusqu'à la conception, je vais y arriver, pour dire qu'on a déjà fait quelque chose de similaire. Parfait. Écoute, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de... Alors, merci pour tout ça, c'est passionnant. Est-ce qu'on parle un petit peu de ton podcast ? Ah oui, avec plaisir. Parce que c'est comme ça qu'on s'est connus, finalement. On va changer un peu de sujet. Je raconte un peu la petite histoire. Parce que, voilà, Sophie, elle est genevoise. Moi, j'habite juste à côté, en côté France, en France voisine. Et on s'est connus à Punta Cana. Donc c'est pas tout à fait, on s'est pas croisés à Genève par hasard, pas du tout. On s'est connus en République dominicaine lors d'un séminaire de podcasteurs, grâce à notre coach et mentor commun, Marco Bernard, qu'on embrasse très fort. Et donc ça c'est rigolo parce que la première fois qu'on s'est vu c'était au soleil sur une plage et voilà, je trouve ça très rigolo comme rencontre et du coup tu as un podcast qui s'appelle En chemin vers soi, donc j'aimerais un peu que peut-être que tu le présentes ou que tu expliques c'est quoi la démarche en fait que tu as eu derrière cette exposition auditive audio, je sais pas quoi. Oui, c'est En chemin vers soi-même. Et en fait, je l'ai commencé le 27 janvier l'année passée, donc ça fait une année. Là, je suis un peu dans la saison 2. En fait, il y a 2 objectifs que j'avais là-dedans. En fait, j'aurais aimé faire 2 podcasts, mais je les ai mis ensemble. Je fais tous les lundis une méditation en ligne, en fait, un moment gratuit comme ça, d'une demi-heure pour les gens, à 20h tous les lundis. Et j'avais envie que les gens, je mets cette méditation sur Facebook et elle reste là, mais c'est pas ouvert aux gens qui sont pas sur Facebook. Donc du coup, comme j'ai pas mal de personnes dans mon écosystème qui ne le sont pas, j'ai voulu rendre accessible un peu à tous de la méditation, parce que j'ai envie de montrer que ça peut être simple et donc, les jeudis sur le podcast, ou les vendredis maintenant, je ne sais plus, il y a une méditation chaque semaine. Donc, c'est juste un quart d'heure. Au début, je parle un tout petit peu, et puis les gens, après, peuvent faire leur méditation, ils peuvent la faire et la refaire. Et c'était une façon de rendre ça accessible. Les gens ont ça dans leur téléphone. Et c'était le premier élan de dire, mais ça, tout le monde va avoir accès facilement sur toutes les plateformes et gratuitement. Et puis, comme j'ai exploré un peu ce qui était possible, je me suis dit, mais il y a beaucoup d'autres choses possibles. Donc j'ai eu envie, est-ce que c'est juste ou pas, je ne sais pas, mais de ne pas parler des auras dans le podcast parce que je me disais, il y a une connotation, moi j'ai vraiment envie de passer une vision du monde, une façon de fonctionner, mais qui bien sûr, si on connaît les auras ou si on me connaît avec les auras, est tout à fait liée à ça, parce que cette façon de voir le monde, de fonctionner, elle est liée à mes perceptions. Mais j'ai voulu donner des petits tips ou des petites choses pour ça aux gens par rapport à la vie quotidienne. Donc ça parle de tout, dans l'idée de se rapprocher de soi. Ça parle parfois de couple, parfois de soi-même, de confiance, d'une façon de fonctionner, de choses du quotidien, mais des petits trucs comme ça pour vivre un peu une spiritualité ou plus de conscience. En fait, j'avais mis un sous-titre « Vivre en conscience ». Il y a quelque chose que j'explique en général, je vais essayer au-dessus de mon micro, mais il y a ce que je suis comme ça c'est ce que je suis, et puis il y a ce que je vis. Et entre ce que je suis et ce que je vis, il peut y avoir
un déséquilibre qui se fait. C'est-à-dire qu'en fait, mon essence est d'une certaine manière, mais je m'impose pour des raisons qui peuvent être éducatives, culturelles, des croyances, une vie qui ne me correspond pas, ou par habitude. Et comment je peux revenir vers moi-même? Et c'est ça l'histoire de En chemin vers soi-même, c'est de se dire en fait, l'idée c'est pas de changer, on n'est pas mauvais, on doit se rouvrir ceci, ça, être plus ci, être moins ça, comme on nous le dit tout le temps, un peu à l'américaine, mais on est déjà tout ce qu'on doit être en fait, ce que l'on est, et on s'est perdu un petit peu en chemin, et comment on peut revenir pour se rappeler qui on est vraiment. Et je pense qu'en thérapie, c'est aussi ça que je fais, comme si je me rappelle pour la personne de qui elle est, et comment je peux laisser ce qui n'est pas moi d'une certaine manière, revenir à ce que je suis. Mais ça peut être dans tous les domaines de ma vie, simplement en enlevant des choses, pas forcément en rajoutant ou en faisant mieux, mais en arrêtant de faire autre chose que ce qui est juste pour moi. Alors est-ce que ça serait juste de dire de retrouver son enfant intérieur ou quelque chose comme ça, ou... Oui, ça peut après. Parce que quand on est enfant, on est qui on est en fait. Il n'y a pas de filtre encore. Pas trop. Oui et non. C'est juste par rapport à la pureté, par rapport à peut-être moins essayer de plaire ou d'être trop formaté, bien que ça vient quand même très vite, enfant, petit. Ouais. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est... Il y a quelque chose que j'aime bien mettre comme nuance, c'est revenir à cette spontanéité de l'enfant, cette foi en soi. L'enfant à 2 ans, 3 ans, il dit j'ai confiance en moi, je suis fantastique. Revenir à cette capacité, mais avec la conscience d'un adulte. Parce qu'en fait, l'enfant, comme dans son corps aussi, on veut revenir à la même fluidité corporelle que l'enfant, mais avec une maîtrise du corps. Parce que l'enfant, il n'arrive pas à maîtriser son corps, ça l'énerve. Donc en fait, c'est retrouver la souplesse du bébé, la fluidité physiquement et psychiquement, avec la maturité de l'adulte qui a des idées, qui peut aller dans une direction, qui peut fonctionner dans le monde. C'est pas devenir quelqu'un qui fait ce que je veux quand je veux, et si tu me donnes pas mes chewing-gums, je me roule par terre. Mais c'est quelqu'un qui peut dire je fais ce que je veux quand je veux, mais je vais le faire d'une manière adulte dans un monde adulte. Donc c'est retrouver cette fraîcheur de l'enfant, cette connexion avec mon âme et la foi de pouvoir à chaque moment être juste avec moi-même. Et dans un écosystème que je respecte, en respect de l'écosystème aussi. Et c'est pas si simple, bien. C'est facile à dire, mais à faire, c'est autre chose. Alors finalement, on a un peu le même objectif, sauf qu'on n'est pas du tout le même parcours, ni la même... on n'a pas pris le même chemin, mais à la fin, en fait, finalement, ça revient... On revient un peu à ça. C'est ça, c'est intéressant. Oui, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés comme ça. Je pense, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais et je pense que c'est très proche, en fait. On a aussi quelque chose de commun qui se voit mieux chez toi que chez moi, mais ce côté un peu terre-à-terre, justement, un peu concret. Moi, c'est vrai que par rapport à, on va dire, mon milieu, ou les gens qui ont des perceptions, ou les médiums, je fonctionne très différemment. C'est très concret. Les choses que je propose sont, dans le podcast, c'est des choses assez concrètes, du quotidien, voilà, c'est pas quelque chose... C'est rejoindre, en fait, une vie quotidienne concrète avec une vision vaste, spirituelle, où on a conscience d'une totalité, mais fonctionnellement, quoi. Oui, puis ce que je trouve intéressant, on peut revenir aux auras, mais c'est le sujet, c'est de dire que tout ça n'a rien de magique, en fait. On est des êtres, on est tous des êtres spirituels, mais ancrés, on est sur Terre, ça, il n'y a pas le choix. On est là où on est, sur cette petite boule qui vogue dans l'univers. Mais cette idée de revenir à soi, de découvrir qui on est vraiment, quelle que soit la façon de le faire et d'y arriver, on arrive au même résultat. Oui, je trouve ça très intéressant. Pardon, on peut dire, on peut dire que notre âme, notre corps physique, c'est un petit point dans notre âme. Et c'est pas notre âme qui est un petit point dans notre corps physique. Tu peux le répéter, ça ? On peut dire que c'est notre âme, c'est un petit point à l'intérieur de notre... Non, notre corps physique, c'est un petit point dans notre âme. C'est pas notre âme qui est un petit point dans notre corps physique, comme on nous a souvent dit. Ouais. Pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas d'âme, c'est encore pire, parce que là, du coup, il n'y a pas de point du tout, mais c'est encore un autre débat. Mais non, je trouve intéressant, mais le côté... Alors, oui, là, ce que je voulais dire, c'était le côté rationnel, parce que moi, je suis ingénieur, alors évidemment, mon côté rationnel, il est super important. Alors, je sais que c'est parce que j'ai besoin de me rassurer, mais... et puis, alors, l'idée n'est pas de raconter mon histoire aujourd'hui, mais je fais juste un petit parallèle qui est très... qui m'a fait tilt quand tu as raconté ton histoire tout à l'heure, sur le fait que tu avais
j'allais dire don, mais tu vois, j'ai encore dit une connerie, mais enfin, que tu voyais des auras, les chakras, etc. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde à la naissance, en tout cas. Même si la capacité est là, tout le monde ne le développe pas, en tout cas, ou ne vit pas avec comme toi. Et que tu as eu cette période de ta vie entre 16 et 18 ans où t'étais un peu paumé, du coup, un peu dans le rejet de tout ça, parce que tu voulais pas reproduire ce que faisait ta maman en termes de profession. Et moi, ça, je l'ai réalisé il y a pas très longtemps non plus. C'est que moi, j'avais une arrière-grand-mère qui était voyante et qui tirait les cartes et qui passait ses journées dans sa cuisine. Donc, on habitait dans le même immeuble et j'étais tout le temps chez mes arrière-grands-parents. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. J'ai eu la joie de les connaître jusqu'à mes 20 ans. Donc, c'était un vrai plaisir. Mais voilà, je voyais des gens défiler dans sa cuisine du matin au soir et leur tirer les cartes. Et c'est comme ça qu'elle gagnait sa vie. Et moi, je m'étais toujours dit, mais oh là là, jamais je ne ferais ce genre de... Enfin, pour moi, c'est juste pas possible. Je veux pas tomber là-dedans. Et je sais pas pourquoi j'avais cette peur. Maintenant, je le sais, parce que je vois bien que je ressens les choses que tout le monde ne ressent pas forcément. En tout cas, voilà, je développe aussi gentiment mon intuition et j'ose même pas encore dire ma médiumnité parce que ça reste un truc très compliqué pour moi. Mais j'avais ce même ressentiment à l'adolescence mais jamais je ne, enfin si jamais je devenais médium, je ne voudrais pas tomber dans ces pratiques d'avoir des gens qui viennent me voir, que je leur prédise des choses, j'en sais rien, que je leur dise des choses ou que je conscientise. Et donc du coup, moi j'ai fait le chemin. Alors toi, t'as quand même utilisé ça dans ton cabinet assez rapidement. Moi, j'ai juste tout bloqué et j'ai été faire ingénieur, quoi. Surtout le truc opposé à tout ça. C'est un monde complètement différent et c'est après la vie qui fait que évidemment, ça te revient toujours en pleine figure à un certain âge. Moi, c'est venu plus tard, après 45 ans, mais c'est rigolo comme ces choses qui s'imposent à nous quand on est adolescent, on le rejette au début, puis après il faut un certain temps, en tout cas pour moi ça a été long, pour réaccepter le fait que peut-être on a une capacité, on pourrait développer une capacité un peu familiale, tu vois, un peu génétique ou autre. Donc ça, je trouvais intéressant de raconter ça. Bon, j'arrête de parler de moi, c'était pas le but. Non, mais c'est super intéressant. Hein. Moi, je trouve ça, c'est vraiment, je pense, que c'est très conjoint. Et je trouve que ça peut aussi être intéressant de voir. On peut le faire autrement. Parce que tu dis que vous êtes ta grand-mère. Moi, je vois, par exemple, jamais je fais de prévision. J'ai pas du tout de vision du futur, ou en tout cas, je nourris absolument pas ça. Et ce dont je parle aux gens, c'est de leur passé et comment il a conditionné leur présent. Et puis de leur présent, comment ils peuvent le transformer. Et du coup, ça t'ouvre peut-être la possibilité de dire, ça peut être une même façon de sentir que ma grand-mère, mais je vais en faire autre chose et j'ai le choix de ce que je vais en faire. Il n'y a pas de fatalité ou d'obligation. Je peux choisir la manière dont j'utilise ce que je perçois. On est libre. Ouais, c'est ça, on est libre. Mais il y a une petite peur de l'inconnu, une petite peur du... Ouais, je pense que pendant un moment, j'ai eu peur que ça remette en cause mes valeurs... Enfin, mon côté ingénieur physicien, carré, rationnel, qui a besoin de tout démontrer, de science pour être sûr que ce que je dis pas des bêtises. Et je continue, hein, je suis encore, ça fait partie de moi. Puis maintenant j'ai compris, je l'accepte aussi très bien. C'est juste qu'à une époque, c'était tellement fort que même un livre de développement personnel, pour moi, c'était pas possible. C'était inconcevable de lire un livre qui parlait de développement personnel. Je parle même pas de spiritualité. Donc autant te dire que je reviens de loin. Voilà. Et tu sais, moi, j'ai souvent des doutes sur mes perceptions. Ça étonne même mes proches ou comme ça, mais c'est quelque chose qui me fascine toujours quand je vois quelqu'un. Des fois, dans les salons, on me demande de faire des trucs 5 minutes. Je lis ton aura. Chaque personne, je dis un truc. Et moi, j'aime pas trop faire ça. Mais chaque fois, je suis là, mais ça marche. Et en fait, tout le monde me dit, bah oui, ça marche, tu fais tout le temps ça. Et j'ai gardé un peu, je sais pas pourquoi, mais ça me fascine, en fait. À chaque fois, je me dis, c'est magique ou... que ce soit possible, pas c'est magique le fait, parce que je vois qu'on peut le faire et je veux démystifier ça, mais c'est beau la vie, quoi. Il y a quelque chose de magique, tout ce qu'on peut faire, toutes les capacités qu'on a, et moi-même, chaque fois, j'ai besoin d'aller vérifier, je vais pas tirer des conclusions parce que je le ressens, en fait, j'ai besoin de dire, ah ben oui, tiens, c'est juste pour la personne, ça lui parle, et quand les gens viennent dans le cabinet, je leur dis, moi, je vais pas deviner des choses, on va marcher ensemble, je vais vous dire ce que je ressens, vous allez me dire ce que ça vous dit, et on va co-créer ensemble quelque chose. L'idée, c'est pas de faire de deviner, quoi, pas du tout.
Non, non, voilà, c'est ça. Enfin, ça n'a pas grand intérêt, pour être très honnête, parce que, voilà, l'avenir reste à construire et n'est pas Oui, puis je écrit et pense que décrit. c'est important que les gens sachent aussi quand ils vont voir des gens qui disent ou qui ont des perceptions, qu'on se laisse pas dire n'importe quoi. Moi, j'ai des gens qui viennent, qui me disent j'ai un trou là dans mon aura. Je leur dis ok, ça vous dérange de quelle manière? Ils me disent ah, je sais pas, on m'a dit. Ben moi, si on me dit et que je le sens pas, j'y crois pas. Enfin, à un moment, il faut que ça me parle, il faut que ça soit amené d'une façon concrète par rapport à ma vie quotidienne, que ça me laisse aussi un pouvoir de dire c'est quoi mon action là-dessus. C'est pas une fatalité. Et je pense que on peut pas nous dire n'importe quoi parce qu'on a des perceptions. C'est important qu'on puisse être ouvert à cet aspect. C'est vrai, magique, beau, et en même temps avoir du discernement et rester concret, que ça soit concret dans nos vies quotidiennes en fait. Ouais, je pense que c'est important. Il faut garder nos racines ancrées dans la terre. On est d'accord. Il y a un dernier aspect dont on n'a pas trop parlé pour le moment, c'est que tu as dit que tu faisais des séminaires aussi. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu en quoi ça consiste et est-ce que c'est quoi l'objectif de ces séminaires? Comment ça fonctionne? Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je fais différentes choses. Donc, il y a le séminaire dont on a parlé qui est les auras percevoir, lire, harmoniser. Où là, c'est sur des week-ends. Il y a un week-end de base qu'on peut faire que celui-ci qui est sur la perception pour trouver quelle est ma perception de ce dont on parlait, mon sens le plus important et ainsi de suite. Pour être aidé aussi si on a déjà les perceptions à les canaliser. Et puis ensuite, il y a un séminaire, enfin un week-end par corps, éthérique, astral, mental, causal, où on apprend les techniques thérapeutiques et tout ça. Mais quand j'ai commencé à faire le podcast, j'ai aussi créé un cours en ligne l'année passée, enfin en novembre 2022, où là, c'est donc chez soi avec des capsules et puis il y a un webinaire par semaine. Et là, c'est vraiment les auras, voyage à l'intérieur de soi-même. Donc, c'est pas les techniques thérapeutiques, on travaille pas sur les autres, mais on utilise ce voyage dans nos différents corps pour aller explorer chacune de ces dimensions, comment c'est pour nous, qu'est-ce qu'on y vit et qu'est-ce qu'on peut transformer à ce niveau-là. Il y a des techniques d'auto-équilibrage, il y a un petit journal PDF pour traverser les différents exercices. Il y a chaque semaine des exercices et des choses autour des différents corps sur 6 semaines avec un webinaire en live questions-réponses par semaine. Et puis, on a un groupe Facebook comme ça. Tous les jours, je parle un peu aux gens. Et ça, c'est vraiment un voyage initiatique, un peu quelque chose en soi. Et puis, je donne aussi des retraites qui habituellement sont de 4 jours, mais la prochaine qui sera en juillet, elle aura un jour de plus. Elle sera sur la quête du héros, celle de juillet. C'est des retraites en chemin vers soi-même. Il y a un jour par éléments fondamentaux, comme l'ancrage, la verticalité, le cœur et l'espace. Chacune de ces journées, il y a du mouvement, de la méditation, il y a des danses tournantes, il y a ce qu'on appelle du toucher sans intention, c'est habillé sur les tables de massage. Quelqu'un touche l'autre et puis il y a une méditation guidée, c'est pas une thérapie. Et ça, c'est vraiment comme une retraite en fait, où on vient pour quelques jours et puis il y a vraiment un changement de vie, on pose quelque chose, on pose une intention et on change profondément quelque chose. Donc ça, je vais en redonner, j'en donne en Belgique et en Suisse, et la prochaine est en Suisse, à Bogève, proche de la Suisse, en juillet. Exceptionnellement, elle aura un soir de plus que d'habitude. Ça va être une retraite spéciale. Ok, alors on va mettre les liens de tout ça du podcast, la formation sur les auras en ligne que tu vas relancer aussi, oui, j'ai cru comprendre. Le 8 mars, oui, il y a un lancement le 8 mars. Pour le mois de mars, donc parfait. Et puis la retraite, question simple, est-ce que pour participer à ta retraite, il y a un prérequis, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait d'autres formations avant ou on y va comme ça? Non, pas du tout, on y va comme ça, il n'y a pas de souci. Après, si on a envie d'essayer de faire les choses avec moi, il y a ces méditations tous les lundis gratuites sur Zoom, il suffit de m'envoyer un mail et puis je vous envoie le lien. Et ça, c'est de 20h à 20h30 tous les lundis, comme ça on peut voir si on apprécie, si ça peut être une façon de rentrer en contact, mais je demande rien avant. Après, il y a des gens qui aiment bien faire une consultation au cabinet ou par Zoom avant pour me connaître. Ça, c'est libre en fait, mais elle est ouverte à tout le monde. Ouais. Et ces retraites, t'en fais plusieurs fois dans l'année ou t'en fais qu'une fois par an? Alors qu'une fois par an en Suisse et une fois par an
Enfin, je l'ai refait avant le Covid, je faisais une fois par an en Belgique et là j'en ai fait une et on prévoit de recommencer, mais c'est pas encore installé. Et je la fais une fois par an en Suisse. En général, le week-end de l'Ascension, mais là, exceptionnellement, je donne une retraite d'été à la place. Parfait. C'est quoi les dates Ça va être du 13 au 18. C'est d'un oui, je crois que ça commence un samedi et ça finit un jeudi soir. D'accord. Bon, on mettra tout ça dans la description de l'épisode. Cool. Donc plein de choses en prévision, c'est bien. Oui. Et puis le podcast qui continue, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc c'est tous les mardis, il y a un petit tips comme ça, un petit moment de parole. Et puis c'est je crois que j'ai mis ça maintenant le vendredi, il y a une méditation. Voilà. Donc 2 épisodes par semaine. On mettra aussi 2 épisodes par semaine. Voilà, c'est une grosse travailleuse, Sophie. Mais c'est des épisodes d'1 quart d'heure, donc c'est pas des grands épisodes comme toi. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. C'est très passionnant. Je pense qu'on pourrait passer des heures et des heures et des heures. Probablement qu'on refera une session un peu plus tard. Excusez-moi. Je voulais juste, avant de conclure, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à dire, un message à faire passer à mes auditeurs, je vais y arriver, après cette heure de discussion? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel dont on n'a pas encore parlé peut-être, ou réinsister sur quelque chose d'important? Oui, je crois que c'est plutôt quelque chose dont on a parlé, mais c'est cette chose que revenir vers soi-même, c'est vraiment se rappeler qui on est et qu'on est libre en fait, qu'on a la possibilité de se donner les moyens avec le temps dont on a besoin chacun pour créer une vie qui nous correspond vraiment. L'idée, c'est pas de changer, mais c'est se rappeler qui je suis pour me créer une vie qui me correspond vraiment. Je crois que c'est parce qu'on est libre. Voilà, c'est ça le message central de tout ça. On est libre, c'est parfait, c'est très bien pour conclure. On est tous libres, on n'est pas enfermés. C'est ça. Il faut juste apprendre à accepter qui on est. En fait. Voilà, se rappeler qui je suis et se donner des moyens de revenir vers soi-même. Franchement, vers soi-même, c'est ça. C'est ça. Tout fait sens. Oui. Merci en tout cas. Merci Christophe, c'est super de discuter avec toi. Et je crois ce que tu as dit, c'est tout juste. Il y a vraiment des liens entre ce qu'on fait les deux et dans nos podcasts. Enfin, je trouve c'est un bon mélange, quoi. Super. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. C'était un vrai plaisir. C'était très intéressant, très instructif. Je pense que voilà, il y aura plein de questions qui vont venir probablement. Je vais mettre tes coordonnées aussi à ton adresse email, comme ça, si les gens veulent participer aux méditations, ils pourront te contacter directement. Et puis, on aura de toute façon l'occasion de se revoir nous tous les deux. Et puis, probablement l'occasion de rediscuter sur le podcast dans quelques temps. Quand moi, j'aurai fait mon chemin aussi un peu plus vers moi-même. Merci beaucoup pour l'invitation. Un grand merci à toi. Très belle journée. Belle journée, au revoir.